Je m'appelle Pierre Van den Dungen, je suis responsable de la didactique en histoire. Et donc, moi, je vais essayer ici, en quelques minutes, de présenter ce qu'il est possible de faire actuellement, en l'état des programmes, sur deux questionnements clés, colonisation d'une part, Congo d'autre part. Donc c'est pour ça que le petit exposé, c'est l'Afrique est-elle entrée dans le cours d'histoire? En fait, c'est plutôt sous ces deux thématiques-là, donc colonisation et Congo à l'école. Et je dois d'abord expliquer une chose, c'est que de façon, j'allais dire, officieuse, nous sommes bien au courant, nous, formateurs de futurs enseignants, qu'il y a, comme je le montre ici sur l'image, des demandes sociétales. J'ai mis demandes et sociétales au pluriel. Il y a ceux qui sont porteurs de mémoire, ceux qui estiment que dans le programme actuel, ils ne sont pas assez représentés. Tout ça est certain. Et nous, on voit ici à l'image, hein, déboulonnons le récit officiel, nous avons travaillé sur ce questionnement qui de toute façon rejaillit dans les classes puisque par exemple dans le bassin bruxellois, par exemple dans l'école de mon collègue collaborateur pédagogique, il y a 90 nationalités. Tous des gamins qui se sentent bruxellois, mais qui sont bruxellois plus quelque chose. Et parmi eux, effectivement, des afrodescendants. On a effectivement une école de plus en plus moderne avec des TBI, des TVI qui permettent de faire des constructions de leçons, du faire apprendre sur un grand ensemble de sources. Bon. Et voilà où nous nous situons quand nous avons des demandes des sociétés civiles d'un côté et d'autre part, Démocratie ou Barbarie qui nous avait contactés, c'est un petit peu une émanation du pouvoir exécutif, quoi, hein, si vous voulez. Donc, on se trouve là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons donc décidé de demander à nos étudiants de réfléchir, quand ils commencent, sur une espèce. Et donc là, on entre vraiment dans la façon dont les enseignants doivent travailler. Déjà parce que, au départ, les gamins que vous allez avoir face à vous, au final, l'histoire, ça en intéresse pas mal, mais au départ, ils n'en ont rien à faire, hein, ils sont juste obligés d'être là. Bon, alors, je demande, c'est vrai, et je demande aux futurs profs de réfléchir à une planification annuelle. Je leur demande dans un travail personnel, vous allez réfléchir selon une série de thématiques à comment interpréter ce programme qui est imprescrit. Vous avez des limitations sur lesquelles on va revenir. Mais cette fois-ci, spécifiquement, je vous demanderai de développer la partie chapitre colonisation et Congo. Précisons tout de suite que colonisation, ça, toutes les écoles doivent le voir en Belgique, puisque c'est un des concepts clés qui doit être connu quand les élèves sortent de leur formation. Congo, c'est autre chose, ça reste optionnel, mais pour mes 36 maîtres de stage, les 2/3 choisissent d'expliquer, et alors ça, je soumets à votre sagacité, ils préfèrent prendre souvent l'État indépendant que le Congo belge. Alors ça, il faudra réfléchir là-dessus, je crois. Bon, alors, sans entrer dans le détail, voici un ensemble de questions, donc, qui en plus des questions transversales demandées aux étudiants, et ces questions transversales sont fondamentales. Hein. Quelle histoire enseigner? Est-ce que j'enseigne une histoire locale? Est-ce que j'enseigne une histoire nationale? Quelle nation d'ailleurs en Belgique? Est-ce que j'enseigne une histoire mondiale? Première question. Est-ce que je me base sur la chronologie? Est-ce que je pars du présent? Tous ces auteurs essayent d'apporter des réponses et je demande à ceux qui vont donner cours de choisir. On ne peut pas être exhaustif, donc on a le droit d'être un prof qui préfère enseigner comme ça, comme si, sur des bases légales bien sûr. Et justement, qu'enseigner sur Congo et colonisation? Ici, on a un ensemble de chercheurs qui apportent tous des éléments sur la répression. Peut-on parler effectivement de génocide dans le cas de l'État indépendant du Congo? Toutes ces questions qui sont abordées par petits ateliers et en finalité, dans leur travail, les étudiants en arrivent à un point de se dire ça, c'est peut-être possible d'insérer cet élément matière au moment où je vais parler du Congo. D'autres fois, on arrive à la conclusion qu'il vaut mieux ne pas l'aborder. Pourquoi? Pas parce qu'on veut, évidemment, ne pas raconter la vérité, mais parce qu'avec le peu de temps dont on dispose, si on raconte mal, c'est pire que de ne rien dire. C'est aussi, d'ailleurs, ça, je crois, un élément de débat important. Selon le type d'enseignement, c'est-à-dire qualifiant ou transition, dans lequel s'inscrit le général, dont la plupart des profs d'UNIF sortent, eh bien, il y a en moyenne, c'est acceptable, 24 périodes par an, 48 périodes par an. Ça signifie que tout le programme de la 5e, tout le programme de la 6e, pour faire simple, tout le 19e, début 20e pour la 5e,
quand on est en retard, fin 19e, en tout cas 20e jusqu'à la guerre froide en 6e, tout ça doit être vu entre 24 et 48 périodes. Pour les profs d'UNIF qui seront présents, qui se rendent compte que souvent, quand ils font réfléchir une question sur un cours de 24 heures, ils estiment déjà que c'est très compliqué. Ici, il va falloir demander à des collègues généralistes, finalement, de répondre intelligemment à une question en très peu de temps. Bon. Et de surcroît, ça je viens de le dire, il faut respecter les programmes, mais il faut aussi respecter les compétences. Les compétences, ça a été beaucoup critiqué, je vais essayer de les résumer. C'est tout simplement qu'il faut faire apprendre. Vous avez du contenu, bien entendu, et on vous demande de le faire d'une certaine manière, c'est-à-dire de vérifier s'il y a non seulement des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Donc, il ne faut pas faire, ce que je suis en train de faire maintenant, des conférences. Il faut apprendre à apprendre, problématiser, être capable de réfléchir. Les autres contraintes, il faut, dans votre colloque, réfléchir en fonction de ce que chaque réseau fait. Le réseau, je vous ai mis, ça vient d'enseignement.be, en fait, la communauté française, qui n'est pas bienveillante, et c'est un autre gros problème aussi, elle est en déficit et quasiment en faillite, et donc elle peut difficilement, elle a plein de bonnes idées, mais honnêtement, pour le moment, on le vit tout le temps, elle n'est pas en mesure de les mettre en application. C'est un vrai problème, ça, clairement. Ça, si vous pouvez en parler, c'est bien. Bon. Mais d'autre part, il y a tous les réseaux, quels qu'ils soient, sont payés par la communauté française. Donc on part sur un référentiel qui est pareil, mais les programmes sont différents. Les programmes sont différents selon les réseaux, et les programmes sont différents selon les types d'enseignement aussi. Bon, vous comprendrez pourquoi. Puis dedans, vous avez un réseau très important qu'on appelle rapidement CEGEC, c'est-à-dire qui est le catholique, le libre, mais qui est quand même subventionné. Ce n'est pas comme en France, ce n'est pas un livre qui se débrouille, c'est un livre qui est payé. Bon. C'est important de connaître ça, puisque chaque enseignant arrive et découvre des programmes avec des nuances, et je le répète, des finalités différentes. Si vous donnez cours, je vous montre ça sur le slide ici, en transition, c'est ce qu'on appelait avant le général ou technique de transition, vous avez donc deux périodes et une finalité différente. Vous préparez à l'enseignement supérieur, je cite, tout en offrant des possibilités d'entrer dans la vie active, bon, mais en qualification professionnelle et tout, ce n'est qu'une période, et ça c'est pour tout de suite préparer la vie active. Ce n'est pas du détail, ça veut dire aussi que votre prépa de cours, votre transposition didactique, elle doit être différente. Ça ne veut pas dire, comme on l'a dit à certaines époques, que c'est encore bon pour eux, on leur apprend à lire dans des manuels pour reconstruire des chaudières, c'est pas ça. On peut avoir d'autres ambitions, mais il faut savoir aussi qu'on a parfois un public en esthétique qui n'est pas toujours très ouvert de prime abord à, comment dirais-je, l'abstraction, pour le dire comme ça. Bon. Or, même eux restent tout de même dans des finalités où il faut apprendre des notions de conceptualisation, donc qui nécessitent beaucoup de vocabulaire. Ça, c'est notre ambition, quoi qu'il arrive. Donc, ma conclusion est de vous dire ceci, c'est que nous devons, à mon avis, vraiment arriver à modifier le programme de la section de transition, qui a plus de 20 ans, qui donc, contrairement à ce qu'on dit, je vous ai montré ici les programmes, je vous ai mis une synthèse du programme CEGEC. Et regardez bien, vous avez impérialisme qui apparaît effectivement, et vous avez des notions qui sont parfois étranges, où on dit décolonisation, néocolonialisme, donc on les lit systématiquement, pourquoi pas, mais ça nécessite quand même de la subtilité. Et donc, vous aurez compris que sur 48 périodes, pour faire tout ceci, il y a au mieux 2 à 3 périodes par grosse thématique, un petit chapitre. Donc il faut bien réfléchir à ce que l'on choisit, parce qu'il est parfois difficile d'aller vers, par exemple, de l'histoire culturelle. Il y a une question fondamentale qui est celle des métis notamment. Oui, mais c'est difficile de l'aborder sans quand même avoir vu les notions de base, État indépendant, construction de la colonie belge, et de parler plic-ploc comme ça du sort des métis, c'est compliqué. Donc, il faudra de toute façon faire des choix. Le but, ce n'est pas de dire on va un petit peu parler, il faudrait réfléchir. Mais c'est facile à dire, je le répète, mais ce n'est pas facile à faire, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes contraint de bien comprendre l'évaluation diagnostique votre public, qui ne se destine pas 9,9 sur 10 à devenir historien, et à qui il faut donc apporter des éléments de faire apprendre, et que donc, au départ, il faut, je crois de façon plus générale pour tous les sujets, davantage, certes, utiliser, prendre l'appui de spécialistes,
dans la matière, de prendre des didacticiens généralistes, certes, mais je pense que vraiment une des solutions, ce serait aussi de davantage impliquer les enseignants eux-mêmes et aussi de développer des formations continues nettement plus pertinentes pour qu'ils puissent avoir accès à ces nouveaux savoirs qui parfois remettent en cause ce qu'ils enseignent. Ça, c'est très patent en biologie, par exemple, mais ça l'est aussi finalement en histoire. Donc voilà, moi j'ai essayé de vous dire qu'il y a des choses qui existent, que c'est donc largement perfectible, mais sur des bases programmatiques de compétences et d'exigences qui sont nécessaires, mais qui évidemment réduisent l'ambition. Voilà, je vous remercie.